novembre 1944. Quelque part dans l'est de la France, près de la frontière allemande, un convoi militaire du quartier général, suprême des forces expéditionnaires, allié chef, se dirige vers le front, afin d'inspecter les positions avancées. Le général, Dwight D. Eisenhower, est assis dans le véhicule de tête en train de consulter des rapports. Le convoi ralentit à l'approche d'un poste de contrôle. Les policiers militaires leur font signe de passer, mais soudain, le véhicule de tête s'arrête. Un vieux jeep cabossé bloque la route. Il est couvert de boue. Il n'a aucun marquage, aucun drapeau, aucun insigne, seulement un véhicule sale qui semble avoir traversé l'enfer. Un homme âgé vêtu d'une veste de campagne crasseuse est assis sur le siège passager. Aucun grade visible. Son casque est cabossé. Son uniforme est tellement couvert de boue et de crasse qu'il est impossible de dire s'il s'agit d'un officier ou d'un simple soldat. Il se dispute avec un policier militaire qui essaie de le faire bouger. « Monsieur, vous ne pouvez pas vous garer ici. Le convoi du général Eisenhower arrive. »« Je me fiche de savoir qui arrive, » réplique l'homme boueux. « J'attends mon commandant de char. Il est censé me retrouver ici. » Le chauffeur d'Eisenhower s'arrête à leur hauteur. « Monsieur, dois-je leur demander de se déplacer ?» Eisenhower regarde le soldat crasseux qui bloque la route. Quelque chose chez lui semble vaguement familier, sans qu'il puisse mettre le doigt dessus. « Qui est-ce » demande Eisenhower. « Aucune idée, monsieur. Un officier qui refuse de bouger. » Le policier militaire commence à perdre patience. « Monsieur, je vous le dis, vous devez vous déplacer immédiatement. C'est un convoi prioritaire, et moi je vous dis que j'attends. » À ce moment-là, l'officier couvert de boue se retourne et voit le véhicule d'Eisenhower. Leurs regards se croisent. L'homme boueux esquisse un large sourire. « Ike, qu'est-ce que tu fiches, ici bon sang ?» Eisenhower reste figé. Cette voix, ce sourire, ce mépris total pour les usages militaires. George demande. Eisenhower, incrédule. « Bien sûr que c'est moi. Qui d'autre veux-tu que ce soit ?» L'aide de camp d'Eisenhower pousse un soupir de stupeur. « Monsieur, c'est le général Patton. » Apparemment, dit Eisenhower, toujours en train de réaliser. Le policier militaire qui criait après « Patton » devient livide. « Oh, mon Dieu !» J'ai crié sur le général Patton. Patton lui fait un geste désinvolte. « Vous faites votre travail. C'est très bien. » Puis se tournant vers Eisenhower, « Tu as un peu de temps. Je peux te montrer les vraies lignes de front. Pas la version aseptisée que le quartier général te montre. C'est l'histoire des nombreuses fois où Eisenhower et d'autres hauts commandants alliés ont rencontré Patton sur les lignes de front sans le reconnaître parce qu'il ressemblait davantage à un sergent de ravitaillement sans abri qu'à un général 3 étoiles. Et la raison pour laquelle Patton cultivait délibérément cette apparence. Section 1. Le déguisement. Patton possède un uniforme spécifique pour la reconnaissance en première ligne, à l'opposé total de son célèbre uniforme de parade porté lors des défilés et des fonctions officielles, uniforme de sortie impeccable, chaque décoration parfaitement en place, bottes polies, jusqu'à briller, comme un miroir, revolver, à crosse nacrée, étincelant cravache, à la main casque orné, de 3 étoiles, bien visible. Pour la reconnaissance en première ligne, veste de campagne, sans aucun insigne casque réglementaire, généralement cabossé, bottes de combat couvertes de boue, aucun grade visible, aucune médaille, aucune identification. Parfois, même pas de casque, juste une casquette souple. Quand je veux que les soldats me voient, je m'habille comme un général, explique Patton à son état-major. Quand je veux voir le front, sans me faire tirer dessus, je m'habille comme un sergent du train. Son raisonnement est solide.
Un général en grande tenue est une cible. Les tireurs d'élite allemands chassent spécifiquement les officiers. Porteur des insignes visibles au front, c'est du suicide. Mais Patton va plus loin que nécessaire. Il se rend volontairement négligé, sale anonyme. Pourquoi, lui demande un aide. Parce que quand je ressemble à tout le monde, les gens me disent la vérité, répond Patton. S'ils savent que je suis général, ils me disent ce qu'ils pensent que je veux entendre. S'ils croient que je suis un major quelconque, ils me disent ce qui se passe réellement. Section 2. L'incident. Bradley. Octobre 1944, près de Metz, en France. Le général Omar Bradley visite les positions de la 3e armée. Il est conduit à un poste d'observation avancé pour observer les positions allemandes de l'autre côté de la rivière. À son arrivée, il trouve plusieurs officiers en train d'étudier les lignes ennemies à la jumelle. Parmi eux se trouve un homme en uniforme sale qui a dessiné des croquis des positions allemandes. « Beau travail », dit Bradley à l'officier, qui dessine le prenant pour un lieutenant du renseignement. « Votre reconnaissance est excellente. Merci, Brad », répond l'officier, sans lever les yeux. Bradley se fige. Cette voix. Il se tourne pour examiner l'homme plus attentivement. Malgré la saleté et l'absence d'insigne, il reconnaît le profil. « George, qu'est-ce que tu fiches, ici, bon sang ?» Patton relève enfin la tête. « Reconnaissance ? Comme tes gars, sauf que je suis meilleur qu'eux. Tu es le commandant de la 3e armée. Tu ne devrais pas être dans un poste d'observation avancé à portée de l'artillerie allemande. Comment veux-tu que je sache ce que font les Allemands ?» répond Patton calmement. « Les rapports du renseignement ont toujours 12 heures de retard. J'ai besoin d'informations actuelles. Tu as des officiers d'état-major pour ça. Les officiers d'état-major me disent ce qu'ils pensent que je veux entendre. » Réplique Patton. « Moi je viens ici et je vois la vérité. » Bradley remarque que les croquis de Patton sont en réalité des cartes tactiques, détaillées, positions de mitrailleuses allemandes, emplacements d'artillerie, postes de commandement probables. Vous avez dessiné tout cela vous-même. Qui d'autre l'aurait fait, répond Patton. Brad, tu veux savoir pourquoi la 3e armée avance plus vite que toutes les autres? Parce que je connais le terrain. Je sais où sont les Allemands. Je ne me fie pas à des informations de seconde main. Bradley ne peut pas contester les résultats, mais il est frustré. George, si tu te fais tuer ici, alors j'échouerai dans mon devoir. Mieux vaut mourir ici que derrière un bureau. L'interrompt Patton. Après le départ de Bradley, l'aide de camp de Patton demande « Mon général, pourquoi n'avez-vous pas dit au général Bradley que vous étiez ici avant son arrivée ? Parce qu'il m'aurait ordonné de partir avant que je termine ma reconnaissance, répond Patton. De cette façon, j'ai obtenu mes informations et lui a reçu sa leçon. Tout le monde est content. Section 6. Le tireur d'élite allemand. Décembre 1944, près de Sarrebruck. Patton mène une reconnaissance près des lignes allemandes lorsqu'un tireur d'élite ouvre le feu. Les balles sifflent dans l'air autour de lui. Son chauffeur se jette au sol. Mon général à terre Patton ne bouge pas. Il reste debout, regardant dans la direction d'où viennent les tirs. « Mon général, vous allez vous faire tuer. Il ne vise pas moi, » dit Patton, calmement. Il vise la Jeep. Il pense que nous sommes un détachement de ravitaillement. Mon général, ça ne veut pas dire que le prochain tir. Un autre coup part suffisamment proche pour que Patton en ressente l'onde de choc. D'accord, celui-là était pour moi, admet Patton. Il plonge derrière la Jeep. Le tireur d'élite tire encore plusieurs fois, puis s'arrête. Pourquoi ne tire-t-il plus ? Demande le chauffeur. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre qui nous sommes, répond Patton. Nous ne sommes pas habillés comme des officiers. Nous ne nous comportons pas comme des troupes du train. Nous sommes juste deux Américains quelconques dans une Jeep sale.
Il est perplexe. Ils attendent 5 minutes. Plus aucun tir. Allons-y, dit Patton, mais lentement. Ne faisons rien qui ressemble à une retraite. Ils remontent dans la Jeep et repartent tranquillement, comme si être pris sous le feu n'avait été qu'un léger désagrément. Plus tard, une fois en sécurité au quartier général, le chauffeur demande « Mon général, vous ne portez volontairement aucun insigne de grade au front. Est-ce à cause des tireurs d'élite? En partie, admettent Patton. Les tireurs d'élite allemands chassent les officiers. Des étoiles sur un casque font de vous une cible. Mais surtout, je le fais pour pouvoir me déplacer librement, sans que tout le monde me traite comme une royauté en visite. Vous voulez être anonyme? Je veux être utile, corrige Patton. On n'apprend rien si tout le monde joue un rôle devant le général. Mais s'ils pensent que je suis juste un officier de reconnaissance parmi d'autres, ils se comportent naturellement. Je vois la situation réelle. Section 7. Le point de vue du soldat. Le soldat de première classe. David Richard écrit à sa mère en janvier 1945. « Chère maman, quelque chose d'étrange est arrivé hier. Nous étions assis dans notre trou d'homme, gelés à nous plaindre de tout, quand un homme plus âgé s'est approché. Il était couvert de boue, avait l'air de se battre depuis des semaines, aucun grade sur son uniforme. On a pensé que c'était un capitaine ou un major. Il s'est assis avec nous et nous a demandé comment ça allait. On lui a dit la vérité, on a froid, on est fatigué, on a peur. Il a écouté. Il ne nous a pas fait de discours sur le devoir ou le courage. Il a juste écouté. Puis il a posé des questions sur notre équipement, nos munitions, nos ravitaillements. On lui a dit ce dont on avait besoin. Il a tout noté. Il allait partir quand Jimmy lui a demandé « Comment vous appelez-vous » L'homme a souri et a répondu « Patton ». Maman, on s'est plaint pendant 20 minutes. À Patton, le général commandant la 3e armée, sans le reconnaître parce qu'il ressemblait à l'un de nous. Après son départ, notre lieutenant est passé et a demandé ce que Patton voulait. On lui a dit. Le lendemain, on a reçu tout ce qu'on avait demandé, des munitions, des vêtements, contre le froid, de meilleures rations. Patton s'en est souvenu. Il est venu au front à écouter les soldats se plaindre et à régler nos problèmes. Maintenant, je comprends pourquoi les gars de la 3e armée le suivraient n'importe où. Il ne commande pas seulement depuis un quartier général. Il vient vers nous, vit avec, nous voit ce que nous voyons. J'ai arrêté de me plaindre du froid. Si Patton peut dormir dans des trous d'hommes, à 59 ans, je peux le faire à 22. Ton fils David. Cette lettre est représentative de dizaines d'autres conservées dans les archives. Les soldats rencontrent Patton au front, ne le reconnaissent pas, se plaignent directement à lui et sont stupéfaits lorsqu'ils découvrent qui il est. Et de façon constante, ils rapportent que Patton règle leurs problèmes en quelques jours. Section 6. Le tireur d'élite allemand, décembre 1944, près de Sarrebruck. Patton mène une reconnaissance près des lignes allemandes lorsqu'un tireur d'élite ouvre le feu. Les balles sifflent dans l'air autour de lui. Son chauffeur se jette au sol. Mon général à terre Patton ne bouge pas. Il reste debout regardant vers l'origine des tirs. « Mon général, vous allez vous faire tuer. Il ne vise pas moi, dit Patton calmement. Il vise la Jeep. Il pense que nous sommes une unité de ravitaillement. Mon général, ça ne veut pas dire que le prochain tire. » Un autre coup part assez proche pour que Patton en ressente l'onde de choc. « D'accord, celui-là était pour moi, admette Patton. » Il plonge derrière la Jeep. Le tireur d'élite tire encore plusieurs fois, puis s'arrête. Pourquoi ne tire-t-il plus, demande le chauffeur. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre qui nous sommes, répond Patton.
Nous ne sommes pas habillés comme des officiers. Nous ne nous comportons pas comme des troupes du ravitaillement. Nous sommes juste deux Américains quelconques dans une Jeep sale. Il est déconcerté. Ils attendent 5 minutes. Plus aucun tir. Allons-y, dit Patton, mais lentement. Ne faisons rien qui ressemble à une retraite. Il remonte dans la Jeep et s'éloigne tranquillement, comme si être pris sous le feu n'avait été qu'un simple désagrément. Plus tard, une fois de retour en sécurité, au quartier général, le chauffeur demande « Mon général, vous ne portez volontairement aucun insigne de grade au front. Est-ce à cause des tireurs d'élite ? En partie, admettent Patton. Les tireurs d'élite allemands traquent les officiers. Des étoiles sur le casque font de vous une cible. Mais surtout, je le fais pour pouvoir me déplacer librement, sans que tout le monde me traite comme une royauté en visite. Vous voulez être anonyme ? Je veux être utile, corrige Patton. On ne peut rien apprendre si tout le monde joue un rôle devant le général. Mais s'il pense que je suis simplement un autre officier en mission de reconnaissance, il se comporte naturellement. Je vois la situation réelle. Section 7. Le point de vue du soldat. Le soldat de première classe, David Richard, écrit chez lui en janvier 1945. « Chère maman, quelque chose d'étrange est arrivé hier. Nous étions assis dans notre trou d'homme gelé à nous plaindre de tout, quand un homme plus âgé s'est approché. Il était couvert de boue, avait l'air de se battre depuis des semaines. Aucun grade sur son uniforme. Nous avons pensé qu'il était capitaine ou major. Il s'est assis avec nous et nous a demandé comment nous allions. Nous lui avons dit la vérité, nous avons froid, nous sommes fatigués, nous avons peur. Il a écouté. Il ne nous a fait aucun discours sur le devoir ou le courage. Il a simplement écouté. Puis il a posé des questions sur notre équipement, nos munitions, nos ravitaillements. Nous lui avons dit ce dont nous avions besoin. Il a tout noté. Il allait partir quand Jimmy lui a demandé « Comment vous appelez-vous » L'homme a souri et a répondu « Patton ». Maman, nous nous sommes plaints pendant 20 minutes à Patton, le général commandant la 3e armée, sans le reconnaître parce qu'il ressemblait à l'un de nous. Après son départ, notre lieutenant est passé et a demandé ce que Patton voulait. Nous lui avons dit. Le lendemain, nous avons reçu tout ce que nous avions demandé, des munitions, des vêtements, contre le froid, de meilleures rations. Patton s'en est souvenu. Il est venu au front à écouter les soldats se plaindre et à régler nos problèmes. Maintenant, je comprends pourquoi les gars de la 3e armée le suivraient n'importe où. Il ne commande pas seulement depuis un quartier général. Il vient vers nous, vit avec nous, voit ce que nous voyons. J'ai arrêté de me plaindre du froid. Si Patton peut dormir dans des trous d'hommes à 59 ans, je peux le faire à 22 ans. Ton fils, David. Cette lettre est représentative de dizaines d'autres conservées dans les archives. Les soldats rencontrent Patton au front, ne le reconnaissent pas, se plaignent directement à lui et sont stupéfaits lorsqu'ils découvrent qui il est. Et de manière constante, ils rapportent que Patton règle leurs problèmes en quelques jours. Section 8. Les photographes. Les photographes de guerre couvrant la 3e armée reçoivent des consignes permanentes de l'état-major de Patton. Lorsqu'ils voient le général au front, ils ne doivent pas prendre de photos. Pourquoi ? Demande un photographe. Parce que si les Allemands voient des photographies de Patton au front, ils sauront à quoi il ressemble lorsqu'ils mènent des reconnaissances. Pour l'instant, ils pensent qu'il est toujours en uniforme de parade, avec des étoiles sur le casque. Nous voulons que cela reste ainsi. Les photographes obéissent. Les célèbres photos de Patton, casque brillant, uniforme, impeccable, revolver, à crosse nacrée, proviennent toutes du quartier général ou d'événements officiels. Les clichés non officiels montrant Patton
dans des champs boueux, dormant dans des trous d'hommes, marchant le long des lignes de front, sont rarement publiés pendant la guerre. Un photographe parvient néanmoins à le saisir au front, vêtu de son équipement de reconnaissance anonyme. La photo le montre, sans aucun rapport, avec son image publique sale, fatiguée, ressemblant à n'importe quel officier épuisé. Le cliché est homme classifié et ne sera publié qu'après la guerre. Pourquoi le classer demande quelqu'un? Parce que la survie de Patton dépend du fait que les Allemands ne le reconnaissent pas au front, explique un officier du renseignement. Pour l'instant, les tireurs d'élite allemands recherchent un général en uniforme élégant. S'ils comprenaient que Patton ressemble à un officier de ravitaillement couvert de boue lorsqu'il est au front, ils le tueraient en une semaine. Section 9. La marche au bord de la mort, 1945, Allemagne. Patton traverse à pied un territoire récemment capturé, seul, avec son chauffeur, tous deux, en uniforme simple. Il rencontre des soldats allemands qui n'ont pas encore appris la reddition. Les Allemands lèvent leurs armes. Patton, lui, ne bouge pas. Il reste simplement là, les mains bien visibles, totalement imperturbable. Américain demande un Allemand dans un anglais hésitant. « Oui », répond Patton. Officier. « Oui ». Les Allemands abaissent légèrement leurs armes. Ils cherchent un moyen honorable de se rendre. La guerre est manifestement perdue, mais se rendre à de simples Américains, anonymes, est humiliant. Quel grade demande l'Allemand? Patton envisage de mentir, de dire qu'il est major ou colonel, mais quelque chose le pousse à dire la vérité. Général, 3e armée. Les yeux des Allemands s'écarquillent, ils connaissent ce nom. Tout le monde connaît Patton, vous êtes Patton, oui. Pendant un instant tendu, personne ne bouge. Les Allemands pourraient tirer. Ils sont suffisamment proches pour que Patton ne puisse pas les manquer. Alors, le soldat allemand abaisse complètement son arme. Nous nous rendons. Se rendre à Patton est un honneur. Ils déposent leurs armes. Le chauffeur de Patton, qui retenait son souffle, finit par expirer. « Mon général, dit-il une fois les Allemands sécurisés, vous auriez pu être tué. »« Peut-être, répond Patton, mais si j'avais menti sur mon grade et qu'ils l'avaient découvert plus tard, ils auraient pu se sentir trompés et attaqués. » Dire la vérité leur a donné une raison de se rendre avec honneur. C'était un sacré pari. « La guerre est un pari, » réplique Patton. « Moi j'ai simplement misé sur l'honnêteté. » Section 10. Pourquoi l'a-t-il fait? Après la guerre, historiens et officiers interrogent l'état-major de Patton. Pourquoi s'est-il volontairement rendu anonyme au front? Les réponses varient. Le général Gay, chef d'état-major de Patton. Il voulait voir la réalité, pas une mise en scène. Les soldats se comportent différemment lorsqu'un général les observe. En ressemblant à tout le monde, Patton voyait la vérité. Le colonel Koch, officier du renseignement, la reconnaissance. Patton faisait davantage confiance à ses propres observations qu'à n'importe quel rapport. En allant lui-même au front, il recueillait des renseignements qu'aucun officier d'état-major ne pouvait fournir. Le sergent Mims, chauffeur de Patton. Il se souciait sincèrement des soldats. Il voulait voir ce qu'ils vivaient, ce dont ils avaient besoin, les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Il ne pouvait pas faire cela depuis un quartier général. L'explication de Patton, lui-même dans son journal, un général qui ne sait pas ce que vivent ses soldats, est un général qui commettra des erreurs coûtant des vies. Je vais au front, non pas parce que je suis courageux, mais parce que j'en ai la responsabilité. Ces hommes se battent parce que je leur en donne l'ordre.
Le minimum que je puisse faire est de comprendre ce que je leur demande. Conclusion. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, Dwight Eisenhower et des dizaines d'autres officiers supérieurs ont rencontré George S. Patton sur les lignes de front sans le reconnaître. Parce que Patton s'habillait délibérément comme quelqu'un de banal, comme un officier du ravitaillement resté trop longtemps sur le terrain, comme quelqu'un qui n'était certainement pas un général 3 étoiles. « Mon général, c'est Patton » devint une phrase courante lorsque des officiers croisaient un Américain boueux et anonyme qui se révélait être le commandant de la 3e armée. Pourquoi faisait-il cela? Pour survivre, les généraux en grande tenue attirent les tireurs d'élite. Pour apprendre, les soldats disent la vérité aux officiers anonymes. Pour commander, on ne peut pas diriger ce que l'on ne comprend pas. Et peut-être tout simplement parce que Patton croyait sincèrement qu'un général doit être avec ses soldats et non en sécurité derrière eux. Je préfère mourir dans un trou d'hommes avec mes hommes que vivre en sécurité dans un quartier général, écrivit Patton. Un commandant qui ne partage pas le danger de ses soldats n'est pas digne de commander. Il le pensait réellement pendant 4 années de guerre. Patton vécut au front, dormit dans des trous d'hommes, marcha sous le feu, traversa des territoires ennemis, tout en étant vêtu comme quelqu'un de sans importance. Ça ne peut pas être Patton, disait-on sans cesse. Et pourtant, c'était toujours lui. Le général qui ressemblait à un vagabond, qui s'habillait comme un sergent du ravitaillement, qui traversait seul les zones dangereuses, qui commandait non pas depuis un trône, mais depuis une Jeep boueuse sur les lignes de front. Mon général, c'est Patton. La phrase qui résume le style de commandement le plus singulier de la Seconde Guerre mondiale. Un général 3 étoiles qui se rendit volontairement anonyme pour mieux faire son travail et pour vivre et mourir, si nécessaire, aux côtés des soldats qui lui faisaient confiance.